que l'on commence donc cette séance de travaux dirigés par une petite réflexion concernant l'objectif que nous poursuivons, à savoir un objectif de conscience, conscience de soi, conscience réflexive. Et c'est assez important à saisir, c'est que la conscience réflexive, c'est pas la conscience de la fourmi moyenne qui sait qu'elle attrape une brindille ou du sucre ou même une congénère. La conscience réflexive, c'est la conscience que l'on a de nous-mêmes dans un moment donné. Alors, il y a peu d'animaux qui ont cette capacité. Chez Homo sapiens, ça commence vers l'âge d'1 an et demi. On montre à un petit enfant une photo, un miroir, et le petit enfant reconnaît c'est moi dans le miroir. À d'autres âges, avant, eh bien, l'enfant croit que c'est quelqu'un dans le miroir. C'est pareil chez un chat, chez un chien. Par contre, d'autres animaux plus performants, on va dire l'éléphant, l'orque, le dauphin, la pie, évidemment les autres primates, les grands singes, ont capacité à se reconnaître dans un miroir. Donc ça, c'est avec le test de la tache blanche. On installe une tache, et puis l'animal va essayer de frotter pour retirer la tache, alors que le chat ou le chien n'ont pas retiré la tache, ils n'ont pas compris qu'en face, c'est eux-mêmes. Voilà. Donc, pour partir de là, eh bien, on va considérer que on peut être attentif à soi-même. Qu'est-ce que c'est soi-même? Ce sont des morceaux. Il y a soi-même sensoriel, il y a soi-même intellectuel, il y a soi-même émotionnel et motivationnel. Donc, si on prend cette division en 3 parties d'Homo sapiens, eh bien, on va s'apercevoir qu'on peut commencer à essayer d'être attentive, à être dans la conscience réflexive de soi-même sensorielle, ou de soi-même en sortie, parce que le sensoriel, c'est l'information entrante, et il y a l'information sortante. Soi-même en sortie, c'est être attentif à nos mouvements, par exemple. Les mouvements, c'est soi-même en sortie. La posture qu'on adopte, c'est soi-même en entrée, en sortie, pardon. Et soi-même en entrée, eh bien, c'est sensoriel, c'est-à-dire je vois, j'entends. C'est aussi parfois un phénomène de type neurone miroir, c'est aussi un phénomène donc moteur, prise de conscience des mouvements, et ça on y reviendra par la suite progressivement. Donc aujourd'hui nous allons commencer par travailler ce qui est le plus simple, pas ce qui est intellectuel, sortant ou entrant, et conceptuel sortant entrant, non, c'est pour plus tard, pas ce qui est émotionnel et motivationnel, donc sortant entrant, ce qui est pour beaucoup plus tard, parce que capturer une motivation, on y arrive, capturer une émotion, c'est tellement rapide parce que l'émotion elle est à la fois neuronale et hormonale. Si j'ai peur, ça y est, je suis pris dans la peur. Donc, il faut avoir beaucoup travaillé avant sur comment stopper par une route corporelle ou une route intellectuelle, conceptuelle, la peur, et là seulement je peux stopper la peur. Donc, c'est pour beaucoup plus tard. Mais là, tout de suite, maintenant, nous allons commencer à explorer les neurofonctions corporelles, donc entrantes et sortantes. Et donc, je vais vous inviter à prendre note. Puis ensuite, eh bien, faudra, je vous expliquerai pour ceux qui découvrent ce cours maintenant, il faudra explorer au fil des jours de la semaine telle ou telle neurofonction entrante ou sortante. Il y en a même une qui est vous m'avez dit, fan proprioceptive. Voilà, fonction 2, qui est ni entrante ni sortante, elle est entre les deux. Bon, et vous allez comprendre dans quelques instants là. Je laisse peut-être la parole à Serge pour. Alors donc on va travailler ce qu'on appelle les neurofonctions. On va travailler les 7 premières neurofonctions corporelles. Il y en a une pour chaque jour de la semaine, et on va travailler pendant 2 semaines ces 7 premières neurofonctions. Pourquoi 2 semaines? Parce que la première semaine, il y a une volonté de travail, donc on va être très très volontaire, on va essayer, on va chuter, on va peut-être y arriver, mais ça va être très volontaire. Et la deuxième semaine, on va un peu lâcher cette volonté pour rentrer davantage
une forme d'intention, d'intentionnalité, et on va peut-être y arriver, on va certainement, pour certaines, y arriver davantage que la première semaine. Donc nous vous proposons, la neuroconnectique propose en première neurofonction, donc une neurofonction corporelle, où il va s'agir d'explorer dans notre corps nos contractions et nos décontractions corporelles. Où se place, là tout de suite maintenant, si on travaille cette première neurofonction, si on va chercher dans notre corps où sont les tensions, relaxation, contraction, décontraction. Alors, justement, par exemple, tout de suite, est-ce que mes épaules sont contractées? Ouh, que c'est dur! Est-ce que ma mâchoire est contractée? Ouh, que c'est dur! Au contraire, est-ce que tout ça est bien décontrasté et relaxé? Idem pour mes jambes. On peut se dire qu'on a parfois une jambe qui est repliée ou qui est complètement serrée, ou à contrario, au contraire, complètement relâchée, relaxée. Ça peut être également la main, on n'y prête pas attention, des fois on a les mains serrées, et on va rester les mains serrées comme ça. Prendre conscience aussi de cette contraction. Et quand on a une posture comme ça, par exemple, on a une contraction au niveau de l'épaule, contraction au niveau du coude également, et le poing. Donc on prend conscience, on se réveille à l'intérieur d'eux pour prendre conscience de cette contraction. Évidemment, on peut prendre conscience aussi des parties contractées de notre corps, bien sûr, pour les décontracter, pour se relaxer. On peut prendre conscience aussi de nos parties qui sont tout de suite décontractées, relâchées, sans contraction corporelle. Donc là, il y a un retour à soi, on revient vers soi pour prendre conscience de, c'est ce dont parlait Danfield tout à l'heure, la conscience réflexive. Alors, l'idée, évidemment, en termes d'agenda, ce que disait Serge, c'est le lundi, donc c'est le travail du lundi. Le lundi, on va avoir 2 semaines, donc 2 lundis, on va essayer toute la journée, si possible, d'être attentif, attentive à ces contractions, décontractions, en essayant de les capturer, de les attraper, mais d'une façon la plus précise possible. C'est-à-dire, est-ce que j'ai tendance à avoir les yeux contractés, par exemple, ou la mâchoire contractée, ou, comme disait Serge, l'épaule ou la main contractée, ou au contraire, décontrastée, évidemment. Et l'idée, je le redis, je l'avais dit la fois précédente, mais c'est de pouvoir soit capturer cette information parce qu'on va se dire toute la matinée, j'y prête attention, par exemple, ou bien j'ai un réveil qui sonne à telle heure, telle heure, telle heure, ou bien j'ai un réveil aléatoire qui sonne on ne sait pas quand, pour me rappeler d'être conscient de moi, ou consciente de moi, dans cette conscience réflexive particulière, donc de l'attention portée à la contraction, à la décontraction. Ou vous pouvez aussi programmer un moment dans votre journée qui sera le moment de votre journée que vous allez commencer à vous explorer, donc avec la neurofonction du jour. Donc ça peut être le moment du petit déjeuner, ça peut être un moment où vous êtes dans des transports. Donc voilà, vous programmez un moment où vous êtes quasi certain, certaine, de pouvoir travailler à ce moment-là, parce que, là, je vais employer un mot, ce moment est dédié, ce moment est consacré à ce travail. Et donc, il y aura un rappel, parce que c'est un moment de la journée, on se rappelle que ce moment-là, on a décidé une décision que l'on allait commencer à travailler à partir de ce moment-là. Bien sûr, ce moment-là, plus il est tôt dans la matinée, plus ce travail va être efficient dans la journée, puisque vous commencez à vous en rappeler à un moment de la journée qui est tôt, un moment tôt dans la journée, donc ça pourra continuer pendant le soir, l'après-midi. Vous serez dans une ambiance, voilà, si je peux le dire comme ça. Alors évidemment, il y a ce que vient de dire Danfield, des rappels de soi aléatoires, c'est aussi possible. Mais chacun doit y trouver, doit se retrouver dans ses rappels de soi, qu'est-ce qui lui convient le mieux,
Et bien sûr, là où il y a le plus d'exploration, parce que si c'est pour se dire, tiens, ça sonne, et puis au moment où ça sonne, ah ben non, là, il faut que j'aille promener mon chien. Ah ben non, là, j'ai un appel de mon patron. Ah ben non, là, je peux pas parce que j'ai le feuilleton télévisé. Et à ce moment-là, c'est perdu. Une petite remarque d'ailleurs sur ce que tu viens de dire, Serge, qui est tout à fait intéressante, à savoir que on peut se dire, c'est un peu bizarre hein, ce que je veux dire là, attention, mais est-ce que c'est pas un beau hasard que précisément ce bip-bip qui sonne au hasard sonne justement au moment où je dois promener mon chien, ou justement au moment où il y a la super réunion, peut-être juste que les dieux de l'Olympe ont décidé de m'aider à être un peu plus conscient, un peu plus conscient. C'est possible aussi. Et justement au moment où je risquerais de ne pas l'être. Tout ce travail sur la conscience, on le sait, c'est la conscience neuronale, c'est qui nous permet de vivre en bon état et surtout de vieillir en très bon état. Parce qu'il y a tellement de gens qui, voilà, on s'en est rendu compte pendant la période Covid, sont complètement déboussolés, psychologiquement effrayés par ce qui se passe. Et là, on risque une guerre ici ou là, on risque, alors qu'on avait 70 ans de paix en Europe, enfin, on risque une inflation qui devient de la déflation, etc. etc. Donc, préparons-nous à être très solides et considérons que cet entraînement à justement ne pas perdre notre énergie parce qu'on est tendu ici ou là, eh bien, ça peut être bien vu. Alors, petite réflexion, oui, justement, concernant le dernier livre publié là, en 2023. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un chapitre, en effet, ou deux, d'ailleurs, qui évoque cette idée de ne pas perdre trop d'énergie, et notamment l'énergie, on la perd par des petits mouvements, on y reviendra dans quelques minutes, mais qui par des contractions là où il n'en a pas besoin. Alors, je vous ouvre le débat. Est-ce qu'il y a une question parmi vous concernant cette première neurofonction à étudier donc, pour le lundi, le prochain lundi, et puis le lundi d'après, évidemment? Ça doit durer combien de temps pendant la... Pardon, excuse-moi. Ça doit durer combien de temps? Toute la journée? Ah, tu n'as pas été dans la pleine attention. Évidemment, il y a deux réponses à ta question. Je sais que ça assure, Danfield. Donc, je n'ai pas entendu complètement. Mais... C'est vrai que beaucoup le disent. Alors, je le dis en pas trop assuré. En effet, il y a deux réponses. D'une part, l'intérêt, c'est d'essayer le plus possible dans la journée, en effet, toute la journée du lundi consacrée à cette expérience particulière. Mais cette expérimentation de base, elle va être travaillée selon chacun. Ce sur quoi portait la réflexion de Serge de manière assez c'est-à-dire, il y en a qui vont dire simplement je prends une tranche horaire qui m'intéresse, d'autres qui vont dire je prends un téléphone précis, d'autres à telle heure, telle heure, telle heure, d'autres qui vont dire je prends un téléphone aléatoire qui sonne ou un réveil aléatoire et je ne sais pas quand ça sonne, mais en tous les cas, donc la première réponse c'est oui, toute la journée du lundi et même lundi à minuit, pourquoi pas, Constantin. Donc, il n'y a pas de minimum et il n'y a pas de maximum, à part 24 heures. Non, c'est ça. Disons que là, maintenant, tout de suite, hein, si on essaie dans son expérience, maintenant, tout de suite, est-ce que j'arrive, moi, Constantin, mais chacun d'entre nous, à prendre conscience des tensions, relaxations dans mon corps? Par exemple, là, le Danfield qui vous parle, honnêtement, j'ai senti une tension ici, une tension là. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ici, j'ai quelqu'un en moi, le poids de tout ce qui se dit, il faut être lucide. Et là, parce que je vais de l'avant, mais il faut se retenir. Hein, je traduis d'une façon très limpide et très simple, mais quand on a traduit, l'important c'est aussi de savoir vivre avec ce corps-là et se dire au demeurant, je relaxe ici et là je perds moins d'énergie, ce qui va pouvoir me servir pour me concentrer mieux. Ce que je recommandais d'ailleurs tout à l'heure, une jeune fille qui voulait être parmi nous et qui changeait d'avis en m'expliquant, oui, j'avais des problèmes de dispute au niveau la semaine dernière, puis j'ai un examen de chimie, justement. Si elle pratique ça, elle réussit 3 fois plus vite son examen de chimie. Mais bon, il y a des gens, on leur propose un diamant, ils disent on veut pas. Tant pis pour eux.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, questions? Là, Isabelle qui levait la main. J'ai une question parce que effectivement, l'idée c'est de s'observer et de sentir les contractions, mais peut-être que on pourrait avoir besoin d'un outil pour aider à se décontracter, pour sentir la différence, parce que tout le monde ne sait pas sentir d'abord son corps et tout le monde ne sait pas sentir réellement les zones contractées par rapport aux décontractées et comment les décontracter quand elles sont contractées. Et de toute façon, je commence par on n'observe pas son corps, on s'auto-observe, on auto-observe. Il se passe que observer, c'est vers l'extérieur. S'auto-observer, c'est vers l'intérieur. On auto-observe notre corps. Et effectivement, il y a des mais c'est pour aller vers ce que tu dis, c'est-à-dire une meilleure compréhension de son corps. On va sentir son corps, mais pour celles et ceux qui, évidemment, ne sentent pas tout de suite leur corps, c'est une bonne entrée en matière pour amener leur conscience réflexive, sur leur corps, vers ces contractions, vers ces décontractions. Et puis après, si ces gens-là ne sentent rien, ben on en parle. On en parle et on essaie de trouver des solutions pour chacun, parce que pour chacun, c'est une solution différente. Et je dirais même plus pour chacun, à un moment donné de la vie de chacun, parce que En plus, je suis ce que je suis maintenant, j'en prends plus ou moins conscience, mais demain, il peut y avoir tel et tel événement dans mon existence, et ces micro-événements vont complètement changer, et j'arrivais pas à ceci, soudain j'y arrive très bien, ou j'arrivais à cela, et je n'y arrive plus. Donc, considérons aussi le temps. D'autres réflexions, questions? Oui, peut-être le niveau de finesse de l'observation, de l'auto-observation. C'est parce qu'on peut, je ne sais pas, sentir, comme tu disais, qu'on a des tensions dans les épaules, mais on peut aussi peut-être affiner l'observation sous les ongles ou dans les cheveux. Enfin, est-ce qu'il y a une sorte de méthodologie pour aller du plus général au particulier, ou des conseils de pratique de navigation dans son propre corps? moi, je dirais qu'il n'y a pas de méthodologie, c'est en fonction des avancées de chacun et en fonction des avancées de chacun, de ce que lui, par curiosité, va avoir envie d'explorer au petit à petit, et des questions qui vont nous être posées, d'Anne-Phil à moi, concernant ces travaux. Et puis, à chaque début de travail dirigé, on va vous demander de nous parler de justement ce que tu es en train de dire, de vos 2 semaines d'exploration, et de nous dire, voilà, là, j'y suis arrivé, là, un peu moins, là, j'ai pu saisir une tension dans mon petit doigt, dans mon orteil gauche. Bon, et à ce moment-là, nous, c'est une sorte de débriefing, j'aime pas employer ce mot-là, mais une synthèse, on va échanger. C'est à ce moment-là que on va essayer de vous donner des outils, des astuces, entre guillemets, pour aller plus loin dans vos expérimentations. Difficultés, et puis, bien sûr, vous allez vous apercevoir que parmi ces 7 neurofonctions, il y en a qui vont être plus faciles pour vous et d'autres moins faciles. Donc, c'est à ce moment-là, on va en discuter ensemble. Je crois que j'ai répondu. Et en même temps, par rapport à ce que disait Stéphane, oui, il y a des moments, en effet, ce que dit Serge, où on va avoir envie d'être attentif à notre petit doigt parce que on a coincé dans une porte, on a des fourmis dans le doigt. Alors qu'autrement, on n'aurait jamais réalisé qu'on avait des petits doigts ou des fronces, des fronces qui se plissent, etc. Alors, petite question. Est-ce que vous recommandez de se surprendre dans l'observation? C'est-à-dire, est-ce que c'est une observation, une capture à un moment donné, ou est-ce qu'il y a aussi un effet
d'expérimentation. Par exemple, je démarre mon expérimentation et je découvre que, par exemple, j'ai une tension, et ensuite je joue avec une partie de mon corps pour essayer de ressentir une différence et d'observer la perception. Ça rejoint un peu ce que disait Isabelle. Je ne sais pas si je sais mesurer. Est-ce que c'est tension, pas de tension entre 0 et 1, ou est-ce qu'on parle de travailler un peu pour essayer de reconnaître comment la perception évolue dans l'auto-observation? Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Si, Amaury, alors, on entend, alors Amaury avait participé au groupe 3 ou 4, donc il y a quelques années, donc évidemment, c'est beaucoup de réminiscences et de souvenirs techniques, je dirais. Absolument, ce que tu dis, c'est complètement évident. Alors c'est toujours le même principe. Quand on va au théâtre, la première fois, on sait que c'est une pièce, on a nos yeux qui regardent, l'oreille qui écoute, et on est dans le sensoriel. On nous invite à aller à nouveau au théâtre, puis alors la surprise, c'est la même pièce de théâtre, donc je ne peux pas partir, je vais écouter. Et là, c'est le système émotionnel qui commence à se réveiller. Et si on nous piège encore une troisième fois, eh bien, ça passe un cran au-dessus, c'est le neurosystème intellectuel qui commence à analyser, à décortiquer ce qui se produit. Et là, c'est exactement pareil. Tu as en effet une attention qui va être portée à ton épaule. Bon, et puis, ça revient dans la même journée. Tu as une attention qui revient, je suis coincé, oh là là. Et là, je me dis, je ne vais plus être simplement sur l'épaule, je vais être, est-ce que c'est tel muscle? Est-ce que c'est à côté de tel os là-bas? Est-ce que, voilà, évidemment, donc, ça suffit. Et puis je vais rajouter aussi ce que tu viens de commencer à dire, Danfield, c'est-à-dire des tensions à des moments de la journée qui ne seront pas les mêmes. Des tensions parce que vous allez rencontrer des individus, vous allez devoir, je sais pas, entrer en conférence, parler devant un auditoire. Donc là, il va y avoir des tensions qui vont arriver, qui ne sont pas des tensions habituelles, entre guillemets, qui sortent du contexte habituel. Et puis des lieux aussi. Vous allez aller dans des lieux, vous ne connaissez pas, ça va répondre différemment. Donc là, on est déjà à un autre niveau, ce que disait aussi Stéphane, on est à un autre niveau de perception. Donc là, on rentre véritablement dans davantage de recherche, et davantage. Et on se remarque dans différentes situations, différents lieux, à différents moments. Voilà. Oui, je peux poser une question? Oui, Isabelle, vas-y. Alors, pour rebondir sur ce que disait Amaury, il y a une chose qui me paraissait peut-être intéressante, c'est l'idée de mesurer son niveau de contraction entre 0 et 10 peut-être. Et justement, ça peut avoir un sens aussi à différents moments de la journée en fonction des stimuli extérieurs, etc. 0 étant je suis relâchée et 10 étant je suis complètement contractée. Est-ce que ça peut avoir un intérêt pour mieux s'observer et mieux quantifier en même temps que qualifier bien sûr, mais quantifier le niveau de contraction? C'est ce que disait Serge un peu avant. Chaque individu, donc chacun parmi nous, peut décider oui ou non ça m'est utile. On ne peut pas mettre une règle générale, on ne peut pas dicter, ce serait comme ça, parce que certains ou certaines vont s'apercevoir qu'il y a vraiment des nuances de gris importantes, et donc vont se dire, je vais noter entre 1 et 10. Et puis d'autres vont se dire, par exemple, je remarque que à 19h ou à 20h, j'ai plein d'énergie, alors qu'à partir de 16h, j'étais épuisé, ou 18h, j'étais KO. Donc on s'aperçoit bien qu'il y a des cycles. Ce sont comment dit-on, c'est de la chronobiologie, des cycles dans la machinerie biologique, et à chacune de remarquer, d'observer librement son mécanisme. Mais l'important, c'est surtout de se dire que ce qu'on a observé, je reviens sur ce que mettait en évidence Serge tout à l'heure, ce qu'on a observé le premier lundi, quand on arrive au deuxième lundi, on a encore plus d'informations. C'est ça qui devient riche. Puis après, on travaillera sur d'autres paramètres et vous vous rendrez compte que ça affine encore et encore. Ça vient la question voulue de Stéphane ayant aussi
été dans un groupe, c'est très bien, c'est une question coquine, pour nous dire, attention, vous allez voir que plus tard, vous allez devoir affiner. Alors, je me lance vers la deuxième neurofonction. Alors, celle-là, elle est proprioceptive. Alors, vous pouvez pareil noter, prendre votre carnet, noter tout ce qui vous arrivera dans cette journée-là. Le mardi, donc une journée, si lundi, on peut dire qu'artistiquement, c'était ce qu'il y avait dans l'Antiquité, qu'on trouve à Babylone, qu'on trouve chez les Égyptiens, chez les Grecs, la notion de connaissance du... Comment on appelle ça? Je ne me souviens plus. C'est rentré dans un domaine difficile et délicat. C'était en fait l'art de la communication, on va dire. Je me simplifie dans les termes modernes. Et bien là, pour le jour numéro 2, le mardi, on va travailler sur l'architecture. Tout simplement, si on se réfère à l'art. Alors l'architecture, c'est-à-dire où est-ce que ce corps dans lequel je me réveille chaque matin se place. Alors, référence là aussi toujours à ce petit livre où il y a eu quelques réflexions et expérimentations concernant ce domaine, c'est-à-dire là, je suis assis, je suis assise. Bon, et là, par exemple, on a le Danefil qui est entre Stéphane et Serge. Bon, pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, donc, on se trouve ici ou là. Et on s'aperçoit que quand on va dans le train, quand on va sur le trottoir, au théâtre, la machine biologique et psychologique dans laquelle on habite va quelque part. On est invité dans une salle, il y a des amis qui nous invitent, et bien on se retrouve en plein milieu de la salle, ou bien coincé contre un angle de mur, ou bien près d'une fenêtre ou d'une porte, ou bien entre les deux, entre le plein milieu et... référence, évidemment, on pensera à Roland Barthes qui travaillait sur le Japon, et qui se posait la question de est-ce que le centre est vide? Bon, beaucoup de questions qui peuvent se poser, mais là, nous sommes simplement dans la neurocognitive fonctionnelle et nous essayons d'auto-observer la machine biologique et psychologique dans laquelle nous habitons et de se dire, eh bien voilà, je suis placé, soudainement, je me réveille, je suis dans une salle, ou bien je marche dans la rue et soudainement, je me réveille, je claque, ah, et je suis près de la rue côté maison ou côté voiture, ah, ou en plein milieu. Et on découvre, on observe la machine dans laquelle on habite. Donc vous pouvez affiner là aussi l'observation de cette machine, donc l'auto-observation, et peu à peu découvrir où ça se situe. Alors où ça se situe, c'est aussi en 3 dimensions. Est-ce que j'ai tendance à m'asseoir? Là, je ne vais pas le pratiquer parce que je suis en chaussures, mais je peux aussi marcher sur la chaise sur laquelle je suis assis. Et si jamais je prends la chaise et que je m'assois en mettant un pied dessus, eh bien évidemment, je vais me retrouver très haut par rapport. Donc il y a vraiment 3 dimensions. Et donc se dire, où est-ce que je me situe? Alors, prenons aussi, alors ça je parlais il y a quelques minutes, des exemples où on est avec quelqu'un, confronté à l'autre, à l'altérité de l'autre. Alors, est-ce qu'il y a une marche d'escalier, il y a, comment dit-on, un trottoir? Est-ce que je suis situé en dessous de l'autre? Est-ce que je me place au-dessus? Est-ce que je me place au même niveau? Sans rentrer dans la pathologie, hein. Ça ne nous intéresse pas, mais ce qui nous intéresse, c'est simplement l'observation de la machine dans laquelle nous habitons et de son comportement. Elle va s'installer ici, elle va s'installer là. Alors là, attention, pour cette neurofonction numéro 2, il s'agit de toujours auto-observer son corps dans l'espace. On n'observe pas l'espace, et à ce moment-là, on n'a plus d'attention au corps. Donc il faut toujours auto-observer son corps, comment ce corps se déplace dans l'espace, et où ce corps va se loger dans chaque pièce. Dans une pièce, il va là, dans une autre pièce, il va là. Avec des amis, je vais m'asseoir à telle place. Donc il y a même eu, dans ce livre-là, il y a un texte de Soum qui parle de ça. Donc, elle a expérimenté ce travail.
Et c'est l'ensemble du corps, L'ensemble du corps, oui. Oui, c'est l'ensemble du corps. au sens de l'enveloppe, L'enveloppe. externe du corps. Non, non, tu sens ton corps, la densité corporelle, et tu te sens marcher, par exemple. Si je marche, est-ce que sur le trottoir, je reprends un exemple de notre film, est-ce que quand je marche sur un trottoir, je marche au milieu du trottoir, je marche le long des voitures en coupe-gorge, comme aurait dit un de nos amis, ou alors je marche je marche le long, le long des îles, le long des maisons. Voilà. Mais j'ai toujours cette conscience de mon entièreté corporelle. Oui, tu as raison, qui marche et qui va se placer à différents endroits. Ma question, elle est un corollaire, c'est que par exemple, c'est possible que je sente au-delà de mon corps les objets qui sont devant moi. Ou par exemple une lumière. Alors là, donc, la lumière, on la travaillera après en fonction numéro 3. Donc là, non. On est strictement dans où mon corps se situe dans l'espace. Donc, mon À corps droite, physique. à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Ton corps corporel. Mon corps corporel. Voilà, ça. Vraiment, Ton corps osseux. de toute ma masse, où suis-je? Ma masse. J'ai conscience Ma masse localisée, c'est ça. J'ai conscience de ma masse. Oui. Alors, à vous, les questions. Question. Amaury. On parle de position, pas de mouvement, pas de vélocité, hein. C'est sur le trottoir, l'exemple, c'est à un moment T, je me trouve au milieu, ou bien est-ce que tu observes le fait que tu es en translation, ou que tu vas droit, ou que tu oscilles Non, ça, ce sera en fonction 4, mais on n'y est pas. Pour l'instant, on est simplement sur ce corps dans lequel je me réveille, où est-il situé dans l'espace. Alors évidemment, on pourrait aller plus loin, on aura tous ce moment de plaisanterie, on reprend ce que disait Stéphane un petit peu avant. On peut très bien affiner et se dire, est-ce que je suis sur la planète Mars? C'est la galaxie Voie lactée. Bon. Mais pour l'instant déjà, avoir simplement conscience qu'on est dans une pièce avec des meubles autour, par exemple, c'est déjà beaucoup. Ça permet d'avoir une certaine conscience de soi. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un peu de beauté. Voilà. Et ce que tu dis, Amaury, on va le travailler plus tard. Dans ce qu'on appelle les neuroconnexions. Donc on travaille plus tard. Ça en plus, oui. En plus. Alors, d'autres questions, suggestions, réflexions? Oui. On a entendu un petit bruit. C'était Aurélie qui parlait, non? Une voix féminine, mais Une Étouffé. petite fille. étouffée. Ah oui, petite fille, c'est peut-être chez Laurent. C'est peut-être chez Laurent. Ah, Evelyne qui nous donne un coucou. Bon. Alors, donc la neurofonction numéro 3, celle du mercredi, c'est la vue, la vision. Il s'agit d'accompagner sa vision et de capturer vers où nos yeux se posent et vers quoi ils se posent. Donc, des couleurs, des formes. Alors, les formes, ça peut être un chapeau, ça peut être un casque, comme je suis en train de regarder là, le casque de Laurent ou celui d'Amaury. Si je commence par regarder le casque, je commence par regarder une forme, et ensuite je suis attiré par la couleur blanche du casque de Laurent ou ses lunettes, et je suis attiré par ses lunettes et le doré de ses lunettes, vers où mes yeux se posent, et donc c'est comme si, c'est pas comme si, je prends conscience, je capture l'instant. Alors, est-ce que mes yeux, ils vont vers le haut et ils se posent sur un objet, une couleur qui est en haut ou vers le bas ou à droite ou à gauche? Je prends conscience de ma vue, de ma vision. Et aussi, on peut prendre conscience de sa vision en relief. C'est-à-dire que je prends conscience, par exemple, de Stéphane, et je prends conscience que Stéphane est là. Donc Stéphane, je le vois en relief, et ensuite, je remarque le décor
derrière Stéphane. Mais Stéphane est vivant, il est là. C'est mon objet de vision, celui que je regarde en premier. Non, vous allez remarquer que non, il est vivant au niveau de ma vue. Vous allez remarquer cela. Parce que moi, j'avais remarqué dans les premiers temps de la neuroconnectique, je regardais comme si je regardais à plat. Donc, il n'y avait pas de conscience de l'autre, il n'y avait pas quand je regardais un arbre, c'était à plat. Et quand j'ai regardé un arbre plus tard, je me suis émerveillé parce que l'arbre était là. Il était vivant, il était présent. Et au niveau des couleurs, c'était pareil. C'était là. Je voyais vraiment. J'étais en train de redécouvrir. Non, j'étais en train de découvrir la vue. C'était hallucinant. Donc, j'avais jamais regardé comme ça. Je regarde. Ça pensait un peu à lorsqu'on regarde une affiche, on voit un mot qui est écrit. Oui. Et en fait, le système d'interprétation te donne le sens du mot sans que tu sois capable d'observer les formes des lettres qui sont très particulières parce que ce sont des lignes posées d'une façon ou d'une autre. Et en fait, on passe directement de façon automatique dans l'interprétation du mot et avec tout le réseau de sens qu'on a derrière, sans forcément s'arrêter aux spécificités de la vision et de la sensation associée justement à ces formes. Et donc, il faut ralentir, en fait. Pour compléter ce que tu viens de dire, Stéphane, si on essaie sur le plan neuroanatomique de comprendre les neurofonctionnels, de comprendre ce qui se passe, c'est qu'on a à nos yeux donc, des capteurs de photons, donc de lumière, qui transforment via la rétine en électrons, donc en électricité, ce qui va passer par ce qu'on appelle le nerf optique, le transaxone qui passe par le corps jumeau latéral, et ensuite ça arrive à l'arrière du crâne, et là il y a, on va dire, un appareillage qui capture une zone visuelle V1, on va l'appeler comme ça, qui capture l'information, qui la transmet à une aire visuelle V2, qui elle va avoir une fonction de transmission, de dispatching, répartition, merci, je cherchais un mot en langue française quand même, restons là-dessus en français. Donc de répartition, et c'est pas le terme adapté, mais c'est pas grave, on se comprend, et ça arrive ensuite à une aire V3, qui est une aire justement de forme. Et c'est là qu'on commence à avoir les formes. Après, il y a une aire V4, donc on commence à aller comme ça, une aire V4 qui va travailler sur les couleurs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait dans un texte plus ancien, peut-être là-dedans, oui, dans ce livre-là, donc Connectique Enseignement, un de nos étudiants, Mamoun, avait été assez interpellé par cette réalité et noté que son système visuel voyait d'abord les couleurs et après seulement les formes. Bon, on sait que, neuroanatomiquement parlant, le système nous amène à d'abord passer par l'aire V3, de l'aire visuelle des formes, avant d'arriver jusqu'à l'aire visuelle des couleurs. Et pourtant, et c'est exactement ce que vient de dire Stéphane, ça peut être un zapping, c'est-à-dire notre cerveau ne garde pas tout, ne considère pas tout. Comme ce que disait Stéphane, sur un regard d'un mot, on ne voit même pas ce qu'il y a autour. Après, il faut savoir qu'on arrive donc sur une aire visuelle V5 qui travaille les mouvements. Le serpent moyen s'en sert beaucoup. Puis l'aire visuelle V6 qui, elle, va travailler sur les contrastes. V7 sur les reliefs et V8 sur la profondeur de champ, ce qui nous permet, quand on arrive à la profondeur de champ, là je reviens sur ce qu'évoquait Serge, à voir en 3 dimensions. Et c'est là que, quand on voit quelqu'un, on ne voit pas juste un visage plat en 2 dimensions. On s'aperçoit qu'il y a ce visage. Et là, par rapport à ce qu'il y a contextuellement derrière. Et cet arrière-plan, ce background, cet arrière-plan, c'est le moment où on commence à, en effet, réaliser qu'il y a un être humain devant moi. C'est formidablement intéressant. Donc je reprenais ce que disaient Serge et Stéphane. Et vous avez aussi, si vous voulez le tester maintenant tout de suite,
expérimentons, entrons en expérience, voyons avec la capacité que nous avons à voir vraiment maintenant tout de suite. Alors, on peut être avec ou sans lunettes, mais le principe est le même. Et donc, si vous avez, après cette brève expérimentation basique, des questions, ou des réflexions, ou des suggestions, bienvenue. Ok. Bon. Alors, C'est à toi, David. le jeudi. Ah, le jeudi. Ah oui. Ah oui, si on était à mercredi. Alors, mercredi, c'est un jour, on va dire, si on reste sur l'art, on l'aura compris, dévoué à la peinture. Oui. Et je pense à Lao Tzu, d'après Chuang-Tzu, son disciple, qui demandait à ses étudiants d'aller observer un paysage, revenir ensuite à la maison et peindre le paysage, dessiner, le peindre, qui implique d'être vraiment très présent à ce qu'on a vu. Oui, c'est ce qu'effectuait Picasso tous les jours pour développer sa mémoire visuelle. Il dessinait tous les jours, assez longtemps, même dans des cas, pour exercer sa mémoire visuelle. Picasso qui avait commencé par des études d'architecture. Alors, en effet, on arrive à la neurofonction 4, le jeudi, et là on vient un petit peu, c'était il me semble Amaury qui avait évoqué ça, le mouvement, et la machine dans laquelle on est tout le temps en mouvement, on le sait, mais on ne le sait pas. Et là on va essayer de le savoir, c'est-à-dire d'être présente à soi-même quand un mouvement a lieu. Alors un mouvement, c'est en effet, ma tête me gratte, ou ma main se met devant ma bouche soudainement, et où ma tête se tourne, et tous ces petits mouvements, les petits mouvements qui peuvent être dans la bouche aussi, la langue. Hein, on sait pourquoi on a un coup qui pense, c'est parce qu'on ne sait pas ramener la langue vers le fond de la gorge, par exemple. Tous ces petits mouvements, on se rend bien compte de comment ils sont là. Et les petits mouvements qui peuvent nous amener à croiser une jambe sur l'autre, à bouger. Pourquoi est-ce que on va se mettre comme ci ou comme ça? Et là, eh bien, la grande question, elle vient évidemment vers le comment, c'est plus qu'un pourquoi. Quand il y a un mouvement, on peut s'apercevoir du mouvement. Mais alors, le mouvement, est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est bref? Est-ce qu'il est ample? Est-ce qu'il est souvent? Est-ce qu'il est rarement de fréquence? Donc, toutes ces questions-là qui nous permettent d'être en observation de la machine dans laquelle nous habitons, cette biopsychomachine. Là, par exemple, le Danfield qui parle, et je l'observe de l'intérieur, et je le vois en plus en caméra, et vous le voyez aussi, cette biopsychomachine. Et on voit le Danfield avec ce mouvement-là. Bon, je vais être là-dedans, je prends conscience. Il n'est pas en image, Danfield. Ah bon? Il n'est pas en image. Alors, c'est juste sur l'ordinateur d'Isabelle, parce que sur mon ordinateur à moi, qui est un grand Retina de chez Apple, moment de publicité, ça y est, l'argent rentre chez Apple, eh bien, je vois tout le monde. Ce que je voulais ajouter à ce que vient de dire Danfield, c'est qu'entre chaque mouvement, il y a une posture. Et donc, s'il y a une posture, il va y avoir un mouvement. S'il y a un arrêt du corps en posture, il va y avoir un mouvement qui va suivre. Et puis, ce que je souhaitais vous dire aussi, c'est que pour ce travail des neurofonctions, il y a une décision à prendre. On prend une décision, c'est-à-dire que dans notre cerveau, on va se dire, maintenant, je vais m'essayer au mouvement corporel. Et là, je vais laisser donc mon corps travailler, je vais laisser mon corps vivre. Et je vais essayer d'accompagner les mouvements qui vont venir. Je ne vais pas être dans c'est peut-être la première semaine, vous allez être dans une posture volontaire. Vous allez dire, je vais travailler les mouvements. Et dans votre cerveau, ça va continuer à se dire, je vais travailler les mouvements, je vais travailler les mouvements. Et donc, à ce moment-là, vous ne serez pas dans l'instant. Vous serez vous allez jouer vos mouvements. À partir de la deuxième semaine, donc là, on a une semaine plus intentionnelle,
vous allez lâcher cette décision. La décision va être prise, mais ensuite, vous allez vous créer une liberté corporelle pour attraper. On parle de capture. On parle de capture nerveux système pour l'instant présent, la capture dans l'instant, ce qui se passe dans l'instant. Et donc, au niveau du mouvement, c'est comme ça. Voilà, je souhaitais vous dire ça. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors, justement, s'il y a des questions. Alors, les mouvements, non, c'est vrai que je ne vous ai pas donné toute la clé. Elle est importante, elle est notamment dans le livre, donc, Neurokinétique enseignement. Il y a les mouvements externes, il y a les mouvements internes. Et il est vrai qu'on peut s'apercevoir qu'on court et finalement les poumons ou le cœur sont complètement en mouvement. On peut s'apercevoir qu'on parle avec quelqu'un d'inconnu et ça se remet en mouvement quand on ne court pas. On peut s'apercevoir qu'il y a une grosse panique, on est avec personne, on n'est pas en train de courir et pourtant ça se remet en grand mouvement. Donc on peut observer aussi les nuances de mouvements internes et leur corrélation avec des mouvements externes. Bon, ça peut être aussi intéressant à observer de l'intérieur, donc à auto-observer. Et il y a ce qu'on a dit au tout début, c'est ce que tu viens de redire, mais je le redis. À chaque moment de la journée, c'est différent. Les mouvements vont peut-être être différents avec les personnes rencontrées, les individus qu'on rencontre au cours de la journée, ça va être différent. Peut-être qu'avec certains, on va être très, très calme, très posé, puis avec d'autres, parce que il y a une activité corporelle plus importante, parce que l'autre en face de nous, nous allons être dans cette activité corporelle parce qu'il est là, donc émotionnellement, et puis le corps va suivre. Et c'est là, à ce moment-là, quand on voit cette activité corporelle, on va essayer de stopper un peu ça au fur et à mesure. Quand on se trouve trop excessif dans le mouvement, on va essayer de prendre un peu de calme. À partir du moment où on capture, on peut calmer un peu la machinerie et pas être dans l'excitation totale. Corporelle, je précise. Alors, un petit mot artistique, le mouvement, c'est de la chorégraphie. Oui. Alors, passons, puisque Serge l'évoquait, entre deux mouvements, il y a une posture. Donc, passons aux postures. J'en parle. Alors, donc, le posture, 5, c'est sculptural. Sculptural. C'est de la sculpture. C'est de la sculpture. C'est de la sculpture. Sculpturale. Et donc, entre deux mouvements, maintenant, il y a une posture. Et il s'agit de prendre conscience de sa posture, l'entièreté de sa posture. Par exemple, si maintenant, je prends conscience de ma posture, bon, vous ne voyez pas, mais je prends conscience de mes jambes, comment elles sont posées. J'ai un pied qui est posé sur le sol, un autre pied où il n'est pas posé complètement sur le sol. J'ai une jambe qui est détendue, une autre qui est moins détendue. Donc, comment je me photographie, je photographie ma posture. Donc, je reviens sur mon corps, j'observe la posture. Et c'est pareil que ce que l'on vous disait tout à l'heure, à chaque moment de la journée, ça va changer, chaque lieu, ça va changer. Donc, il s'agit de revenir à soi, d'auto-observer et non pas d'observer, de s'auto-observer, d'auto-observer sa posture. Là, par exemple, mes mains qui sont comme ça, j'observe que j'ai mes mains comme ça. Ça, c'est la posture de mes mains. Et puis, j'observe que mon pied aussi est relevé. Là, vous ne le voyez pas sous la chaise, comme si j'allais freiner. Je m'auto-observe dans cette posture-là. Je freine, parce que je suis en train de parler devant une assistance. Je vais être vu par des centaines de millions de personnes sur YouTube. Donc, je freine, mon corps freine, la posture freine. Voilà. Alors, il y a aussi un paramètre à considérer. Par exemple, là, on a Marie-Hélène qui a une main devant la bouche. Mais pourquoi cette main-là et pas l'autre main? Par exemple, vous croisez les bras. Ça vous paraît naturel, mes bras ils sont croisés. Hein. Et pourquoi vous ne les croisez pas dans l'autre sens? Et c'est toujours la même mécanique. Les jambes, c'est toujours la même jambe qui se croise sur l'autre. Et même si on vient sur
travail précédent, donc pour le jeudi, vous apercevez que quand vous démarrez, vous levez du lit, c'est toujours le même pied qui va devant. Donc on est dans des tas d'automatismes, et l'objectif premier de la neuroconnectique, c'est une discipline qui nous amène à prendre conscience de ces automatismes. Donc en l'occurrence, justement, on va pouvoir observer, on va dire, créer une connexion qui permet d'être observateur, observatrice de l'intérieur de telle posture plutôt que telle autre posture. Et ça va dans des détails après. Ce que je voulais rajouter également, c'est que Danfield en a parlé au tout début, il a parlé des neurones miroirs, et donc on va aussi, les neurones miroirs vont adopter des postures de vos amis. Par exemple, cette posture-là, c'est la posture du Danfield. Et je me suis capturé, j'ai auto-observé que le Serge prenait cette posture-là. Donc il a attrapé la posture du Danfield, sans le vouloir. Par affection, on ne sait pas, les neurones miroirs, ou celle-ci par exemple. Bon, c'est encore du Danfield, ça. Bon, on s'aperçoit. Donc vous allez peut-être au fur et à mesure de ces expérimentations, vous apercevoir que vous adoptez des postures de votre entourage. Alors pas vous adoptez, attention. Votre biopsychomachine adopte, et vous vous réveillez dedans libre, dans la liberté d'observer tout ça. Important de rester libre. Exact. Alors, pareillement, si vous avez des questions, réflexions, suggestions, émotions. Non, point. Alors, attaquons. Alors, après le vendredi, on est déjà dedans. Alors, le samedi, c'est un jour un peu difficile. Hein. On s'est dit qu'on pouvait peut-être, Danfield en premier, quand il a préparé tout ce travail-là. Un travail un peu difficile, c'est d'essayer de réunir toutes les neurofonctions d'avant. Et les réunir comme si on les observait de l'extérieur, c'est-à-dire comme si on observait les neuroprogrammes dans leur ensemble qui constituent nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, si j'ai telle posture, avec telle tension, relaxation, avec telle, alors, ce sera pour le dimanche, la voix, le regard, que sais-je encore, je suis placé ici ou je suis placé là dans l'espace, eh bien tout ça, ça définit un rôle. C'est un travail, on va dire, si on prend l'art, théâtral. Et dès l'instant que l'on commence à observer la machine dans laquelle on est, eh bien on va pouvoir distinguer, par exemple là, est-ce que le Danfield qui donne secours à les secouristes, est-il un professeur qui se prend pour quelqu'un, ou bien est-il un professeur un peu clownesque, ou bien un professeur tout simple, etc. C'est-à-dire qu'on peut être même dans un rôle donné et s'apercevoir qu'il y a des nuances de gris, comme on dit, dans ce rôle. Donc nous pouvons nous dire, chacun d'entre nous, là, si vous êtes dans une position d'étudiant, est-ce que vous êtes étudiant sage, étudiant consciencieux, étudiant chanteur, étudiant rebelle, étudiant, etc., etc. Qu'est-ce que notre corps donne à voir? Qu'est-ce que nous donnons à voir à l'autre? Et puis ce travail sur le rôle corporel, on s'était dit que déjà, si on pouvait capturer au moins trois neurofonctions, au moins, hein, évidemment, si on capture les 6, c'est encore mieux. Et si on en capture au moins 3 dans un premier temps, par exemple la posture, la vue, et puis des contractions corporelles, ça va constituer une forme de rôle. Et là, je vais me rendre compte de ce que je donne, ce que mon corps donne à voir à l'autre. C'est ça la clé de ce travail sur le rôle. Qu'est-ce que je donne à voir à l'autre? C'est aussi pareil pour la posture, pareil pour les mouvements, semblable pour les mouvements. Qu'est-ce que je donne à voir à l'autre? Et si on regarde l'autre comme ça avec des gros yeux aussi, je prends conscience de moi et de l'extérieur. Qu'est-ce que l'extérieur voit de moi?
Est-ce que c'est contextuel, du coup, cette auto-observation? Est-ce que, par exemple, il est préférable de s'auto-observer dans plusieurs contextes ou avec plusieurs personnes pour qu'on puisse voir s'il y a une différence? Est-ce que c'est ça l'objectif? Toujours, oui. Est-ce que ça aide? Ben ça, c'est un objectif d'après. Ce que tu nous poses comme question, tu as toujours une marge d'avance. Donc ça, c'est l'objectif d'après. Parce que peut-être parce que tu as déjà travaillé, tu as soif de reprendre ce travail, et donc tu voudrais aller plus loin, mais on te dit oui, Bien sûr. avec grand plaisir. Mais je le fais pas exprès, et d'ailleurs, je préférerais pas être après. Je ne pourrais pas rater cette étape-là, c'est ça le problème. Alors, disons que pour l'instant, c'est simplement, je me réveille dans la machine et j'auto-observe la machine. Voilà, j'observe la machine, je m'auto-observe. C'est tout, pour l'instant. Mais après, en effet, il deviendra intéressant de se dire, j'accède à ceci, j'affine cela, je décuple celo et celu, évidemment. Si tu te sens à l'aise et que tu arrives à te réveiller dans ta journée à différents moments, différents lieux, et en fonction des personnes, des individus qui sont en face de toi, c'est génial. Maintenant, c'est à toi de voir par l'expérience, à toi de constater par l'expérience, l'expérimentation, ce que tu peux et ce que tu ne peux pas encore. Et à partir de là, on va travailler là-dessus. Et, ça peut être intéressant aussi, par exemple, tu es devant Lorraine, elle te parle, tu prends conscience du rôle qui se joue entre elle et toi à ce moment-là. Oui, exactement. Mais ce rôle, à partir du moment, ça c'est en même temps très intéressant, ça ramène à l'expérience avec Carole récemment sur Skype, et tous nous étions ensemble, et je montrais à Carole qu'elle était comme ci ou comme ça, et soudainement, hop, elle enlevait un programme neuronal retirait cette posture. Et là, on est exactement dans ce type de mécanisme, c'est-à-dire que à partir du moment où tu vas observer de l'intérieur tel ou tel rôle qui se joue en toi, surtout vis-à-vis de ta compagne, forcément quelqu'un que tu vois souvent, que tu vas t'apercevoir de j'ai telle posture, je suis comme ça, c'est pas sympa, et hop, ça va pouvoir se changer. Et donc là, tu auras le travail d'essayer justement de ne pas le changer pour réussir à capturer le programme tel qu'il est. Ce qui permet par la suite, et ce sera dans d'autres séances de travaux dirigés, d'autres cours, où l'on travaillera justement sur comment bloquer, changer, modifier, si on souhaite tel ou tel programme qui nous paraît pas bon pour nous, perdant d'énergie ou autre. Alors on peut aussi, ça peut aussi soigner certains tocs. Peut-être qu'on va se mordre la lèvre, on va grimacer, on va s'attraper dans cette grimace, on va voir, c'est moi ça. Essayer de soigner ça. Voilà, c'est pour, c'est des captures de moments. Vous capturez dans l'instant, dans le réel. Qu'après. Alors, autre question, réflexion, émotion, sensation, enthousiasme. Je mis des yo-yo, mais. Alors, dernière neurofonction, c'est réservé pour le dimanche. Alors, comme me disait Serge il y a quelques minutes, à travers ce jeu théâtral, nous pouvons voir l'autre, et voir l'autre qui est en nous, et voir comment nous réagissons, notre programmation neuronale réagit à tel ou tel programme, justement, à tel ou tel, on pourrait dire, contexte. Donc. Mais là, on ne va pas travailler justement sur ce qu'on va pouvoir, mais sur ce qu'on va entendre, qui permet évidemment, pour le samedi peut-être d'après, de travailler avec un paramètre supplémentaire, c'est-à-dire l'écoute. Alors quand on entend, on peut s'apercevoir qu'on entend peut-être mieux d'une oreille que de l'autre. On peut s'apercevoir qu'on entend peut-être mieux ce qui est aigu que ce qui est grave, au contraire. On peut s'apercevoir qu'on entend peut-être plus ce qui est loin de nous,
paradoxalement, ce qui est près de nous. Au contraire, on peut s'apercevoir qu'on entend peut-être ce qui est syncopé, qui a bien souvent, comme sonorité, ou bien, au contraire, des sonorités qui sont plutôt rares. Voilà. Donc c'est intéressant d'essayer de capturer en nous les mécanismes de l'écoute. Les petits bruits, là, il y a quelques petits bruits. Un stylo, une chaise, une porte ici qui émet des bruits, porte en bois. Là, le son de la voix aussi. Ma voix. Ma voix. Là, j'ai un exemple parce que je donne ce même cours à une amie qui est passionnée aussi par ce travail. Et elle me disait, donc elle travaillait sur l'écoute, sur la neurofonction numéro 7. Et elle me disait que c'était bruyant une ville. Elle ne s'était jamais rendu compte du brouhaha de la ville. Et les sons étaient vraiment très très durs dans une ville. Elle ne s'en était jamais rendu compte. Effectivement, je lui ai dit, il faut sortir aussi des sonorités qui sont difficiles, qui nous importunent pour aller écouter de la musique, de la grande musique, et puis écouter en pleine écoute, je dirais, la sonorité, et prendre conscience de la beauté aussi de la musique, et prendre conscience du chant des oiseaux, voilà, des petits bruits. Oui, Isabelle? Est-ce que ça va jusqu'à écouter la résonance des sons dans notre corps? Alors oui, c'est toujours très interpellant quand on se rend compte qu'on a un gargouillement, un gargouillage par là, par exemple. Bien sûr. Je pensais pas forcément à ça. Je pensais justement quand on a un son de l'extérieur, mais qui a une résonance, que ça fait une résonance à l'intérieur de nous. Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, un son de tambour qui va avoir une résonance à l'intérieur de toi, pourquoi pas? Mais là, ça va dépendre aussi du moment. C'est peut-être pas en pleine journée, ça va être des moments particuliers pour te rendre compte de ça. Ou alors c'est dans toute ta journée, tu es focalisé sur ce genre de sonorité qui te plaisent, qui plaisent à la machinerie, qui plaisent à ça en toi. Soyons précis. des réactions effectivement sensorielles face au son. Il y a des sons qui vont nous faire résonner ou qui vont faire résonner différentes parties de notre corps, même pas forcément que ce soit dans un contexte très particulier comme le son d'un tambour, parce que là c'est vraiment des vibrations particulières, mais ça peut être effectivement le chant d'un oiseau, mais il peut y avoir des résonances dans notre corps. Je réponds. Disons que là, dans ce travail, il ne faut pas aller aussi loin pour l'instant. On va y aller peut-être plus tard, et en fonction de chacun. Si toi, ça te plaît, comme moi, ça me plaît bien aussi, les effets vibratoires des sons sur le corps. Mais pour l'instant, on reste dans la sonorité, et on prend déjà conscience de cette sonorité. Est-ce qu'elle est éloignée? Est-ce qu'elle est proche? Est-ce qu'elle est aiguë? Est-ce qu'elle est grave? Est-ce que j'arrivais à l'entendre auparavant? Ou est-ce que c'est la première fois maintenant? Il y a un principe aussi à considérer, c'est au niveau de l'oreille interne, on sait qu'on a des sites vibratiles qui sont capables de vibrer en harmonie avec une musique. Si on entend du jazz, si on entend du rock and roll, si on entend de la musique classique, si on entend c'est très impressionnant. On a le rythme qui s'adapte. C'est pour ça qu'on voit les petits enfants qui vont pouvoir danser facilement. Donc, c'est intéressant aussi, d'observer le rythme musical, comment il est en nous, comment il s'installe en nous. Et en plus, à tel ou tel moment, ça peut être différent de tel autre moment. Ouais, très bien. Alors, pareillement, si vous avez des questions autres, et sinon, bien après, on va revenir à des
considération sur... Moins distingué. Sur l'objectif, parce qu'il faut quand même bien continuer à persévérer dans ce projet, mais en considérant à la fois l'intérêt de pouvoir observer la machinerie dans laquelle nous sommes, et aussi en tirer, alors on y reviendra, capacité à la modifier de l'intérieur, selon nos souhaits, mais la capacité aussi à la modifier en respectant ce dont elle a besoin, parce que c'est pas je décide, c'est qui en moi déciderait. Et plus encore, il y a ce travail intérieur de se dire, à un moment donné, préparons peut-être une expérimentation, on y reviendra, d'intérêt scientifique, neuroscientifique, pour produire un prochain livre dans quelques années. Donc, bienvenue à ceux et celles qui iront jusqu'à cette partie recherche du travail, en plus de la partie formation. Nous à ajouter ici ou là ou... Alors, si on aura peut-être Carole et Olga qui réapparaîtront. Laurent, il a sa petite fille à gérer, mais Constantin aussi, voilà. Coucou et coucou. Alors, osez, parce que vous étiez absente visuellement, donc dire ce que vous en pensez, ajouter. J'ai coupé l'image tout simplement parce que le son n'est pas très bien pour moi, donc tout simplement pour meilleure réception. Qu'est-ce que j'en pense? Voilà, ça va être une expérience assez intéressante. Certaines choses me sont déjà connues. J'ai intégré ce programme grâce à la conversation avec Carole. Profondeur par rapport à ce que je vais faire, tout simplement. Moi non plus. On n'a pas bien entendu, malheureusement, c'est très haché, Olga. On a entendu que ce travail allait te permettre, ce que j'ai compris, d'aller plus en profondeur dans ce que tu as besoin. Ça j'ai compris. Donc pour toi, c'est très bien. Voilà. Alors ensuite, maintenant, il faut expérimenter, explorer, et puis nous rendre compte de ces explorations, on en parle, et on essaie d'avancer ensemble. Alors surtout, prenez des notes, écrivez, vous observez ceci ou cela dans votre mécanisme, notez-le, et comme ça, comme le disait Serge en amont tout à l'heure, la prochaine fois, nous allons nous retrouver et commencer par raconter chacun, j'ai observé ceci, j'ai découvert cela dans ma machinerie logique et psychologique, et ce qui permet après d'avancer justement en comprenant de mieux en mieux comment la machinerie fonctionne et comment je peux se réveiller dans la machinerie et prendre conscience du fonctionnement de celle-ci, voire modifier ce fonctionnement. Oui, Carole ? Oui, si une petite question, on est bien dans l'auto-observation, donc on n'interprète rien, on va observer et noter justement comment notre corps fonctionne ou réagit. Mais par contre, on peut noter aussi effectivement les notions, j'ai entendu les notions de sensation, d'émotion, donc du coup, ça peut être peut-être telle posture ou tel mouvement, je l'ai auto-observé, mais ça m'interpelle, ou on n'en est pas encore là. Ouais. Non, Carole, en fait, pour l'instant, on travaille uniquement ce qui est corporel. Alors, je redis, cette machinerie biologique corporelle, c'est en entrée, les sensations, en sortie, tout ce qui est, on va dire, action. Voilà. Par contre, les émotions, on verra plus tard. C'est de mémoire, c'est le cours numéro 21. Oui, c'est TD numéro 21. Donc, c'est vraiment très loin. Pour une raison simple que j'ai évoquée, mais que je redis à nouveau, capturer une réflexion en nous, ça va. Capturer une action, ça va. Capturer une émotion, ça va pas, parce que c'est trop rapide.
Donc, il faut avoir travaillé pendant des mois et des trimestres comment structurer la capture de beaucoup d'informations pour pouvoir à un moment donné capturer des émotions. Sinon, on va se dire oui, là je suis énervé, voilà. Je suis triste. Mais ça ne sert pas à grand-chose parce que, à la limite, on est tellement triste que on en a vaguement conscience. Et encore, c'est plutôt au début, pas conscience. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir. Je donne une petite parenthèse d'ailleurs là-dessus. C'est dans ce livre-là, donc Neuroconnectique Cognition, publié en 2020. Dans ce livre-là, j'évoque un petit moment de ma vie. On va être en 2002, où j'étais absolument ravi d'avoir réussi une expérimentation très intéressante. Je passais, comme beaucoup d'individus, dans ce qu'on appelle les déprimes d'hiver. Tout seul, c'était Noël. On ne m'avait pas invité ici ou là. J'avais pris une distance avec ma famille depuis longtemps. Donc, oh là 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 là. Et quand j'ai la petite déprime d'hiver, eh bien, au lieu d'être dans la déprime comme tout le monde, justement parce que j'ai beaucoup pu travailler sur les 3 neurosystèmes d'Homo sapiens dans lesquels j'habite, comme nous tous ici, eh bien, j'ai pu me dire, je vais habiter la déprime qui s'installe. Donc, ça veut dire qu'on crée un habitant, une conscience réflexive qui est là, mais qui ne s'efface pas tout de suite, mais qui peut revenir assez souvent, tellement souvent que les jours passant, la déprime s'installe, mais la conscience est là qui observe la déprime qui s'installe. Et quand la déprime est arrivée vraiment bas, c'est-à-dire à quoi sert la vie, pourquoi je suis là, je pourrais même mourir, c'est là qu'on stoppe la machine et on comprime, après avoir déprimé, la machinerie dans l'autre sens. On réprime. On réprime. En tous les cas, on comprime. C'est un vrai comprimé radical. Là. On va éradiquer la maladie. On réprime la déprime. Bon, c'est juste demandé. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que tu as dit, Carole. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de mouvements comme cela et qu'on pouvait, auto-observer une agitation qui arrivait. Et à ce moment-là, on avait peut-être, si on arrivait à la capturer, peut-être si on arrivait à raisonner, on peut se dire, je vais peut-être calmer mes gestes. Donc, c'est pour ça que j'ai évoqué très légèrement l'émotion. Mais bon, c'était léger. Et puis, on pourrait évoquer aussi la réflexion. 3e pôle des grands singes sapiens dans lesquels nous nous réveillons. Parce que finalement, il y a ça dans cette machinerie-là. Alors, dans d'autres livres, je vais sortir ma bibliothèque, dans d'autres livres, j'ai évoqué, et c'est aussi un petit peu dans Neuroconnectique Cognition, il y a un petit chapitre à la fin, un grand chapitre, qui évoque l'avenir de l'humain après Homo sapiens que nous sommes, il y aura peut-être Homo pertinens. Et donc, j'avais publié ce livre-là en 2012, donc Les enfants de demain, le très secret projet HP1. HP, c'est Homo pertinens. Et puis après, il est ressorti en 2018, il me semble, sous ce titre-là. Et dans ce livre, donc, avec des améliorations, bien sûr, dans ce livre, eh bien, j'évoque notre possible descendant darwinien, qui serait un humain, mais doté non pas de 3 neurosystèmes, mais de 5. Je vous laisse le découvrir pour qui aime bien la littérature, mais ce qui me paraît très intéressant, c'est de penser la néothénie, c'est de penser les nouveautés en biologie, et finalement d'oser se dire que, justement, relativisons, nous avons 3 systèmes de fonctionnement, 3 neurosystèmes, mais on peut peut-être en avoir plus, alors restons ouverts à justement bien les auto-observer, mais en disant peut-être qu'on va pouvoir explorer d'autres possibilités ensuite. Et ça, c'est plus tard. Là, on est en neuroconnectique fonctionnelle, 3 années. Après, il y a neuroconnectique relationnelle, 12 années, pour qui s'y intéresse. Ils veulent aller plus loin. Et puis après, il y a même neuroconnectique transformationnelle, où là, on peut explorer beaucoup de possibilités très étonnantes chez Sapiens
Mais revenons à maintenant. Ce que je voulais dire, c'est que ce soir, donc, c'était une soirée présentation des neurofonctions, des 7 premières neurofonctions corporelles, et que à chaque autre travaux dirigés, nous allons entrer dans le dur du sujet, dans la réalité. Donc, nous allons, en même temps que nous allons vous présenter le travail dirigé, entrer en expérience. Donc, ça va permettre à chacune d'entrer dans l'expérience que l'on vous propose. Aujourd'hui, c'était une présentation, mais à chaque travaux dirigé, on va rentrer dans l'expérience. Et bien sûr, je ne dis rien pour laisser le suspense. Voilà. Bon, je vois plusieurs sourires sur mon visage, donc a priori, c'est plaisant. Je vois qu'on manie l'art du suspense. Exact. Il faut attiser la curiosité, sinon... Et puis là, vous avez matière, là. Donc là, il y a des outils, déjà. On vous a donné des outils. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, Laurent. Est-ce que entre le comportement au travail et le comportement qu'on est soi-disant plus naturel hors du travail, est-ce que c'est important de différencier quand on est dans un moment où l'autocensure s'impose au travail dans ce contexte? Bien sûr, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est les différents moments de ta journée, les différents endroits où tu vas te trouver, différents individus avec qui tu vas rentrer en interaction. Effectivement, c'est des moments différents et c'est des moments de prise de conscience différents, des moments de prise de conscience différentes de toi et de ta machinerie en action. Oui, effectivement, tu vas prendre conscience. Et est-ce qu'on pourrait observer, par exemple, au travail, la machinerie, ça serait plus sous tension et peut-être ce serait explorer comment les facteurs extérieurs influencent notre posture, comportement. C'est ce que je viens de dire. Donc à chaque neurofonction, en l'explorant, et c'est que par l'exploration et l'expérience que tu vas trouver des réponses. Parce que là, tu me poses une question, je te réponds, mais après, c'est à toi d'essayer de rentrer en expérience dans ces moments-là. Peut-être ça va surgir dans ce moment-là. Il va y avoir un moment où ça va apparaître. Tu ne l'auras pas décidé, mais parce que tu auras travaillé en amont dans ta journée ou dans des semaines auparavant, et ça va émerger. Et là, tu vas te prendre conscience de toi dans tel événement, avec telle posture, là, tout de suite, maintenant. Il faut travailler. Par exemple, là, je vois Olga dans la posture du stylo. Il y a beaucoup de professions comme ça, mais une posture du stylo. Alors, le stylo, on ne rentre pas chez le docteur Freud ou d'autres, mais c'est quand même, c'est comme une baguette. Hein. Attention, vous allez en prendre plein les doigts, attention, je vais taper. Hein. Mais cela dit, Laurent, pour revenir très sérieusement sur ce que tu poses comme question, le travail il est un travail finalement fondamentalement scientifique. Par exemple, en cosmologie, si jamais une théorie mathématique nous explique que le ciel est comme ci ou comme ça, que l'univers est comme ça et comme ci, bon. Mais que dans l'observation, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Mais on va être obligé de se baser sur la réalité qui est observationnelle. Donc, l'observation prime, et ensuite l'expérimentation. Donc, on revient sur Francis Bacon. L'observation et expérimentation prime sur toute réflexion, sur toute, je dirais, modélisation. C'est là que sont les fondements. Donc, à partir du moment où tu observes que ce soit ta fille qui pique une crise de nerfs et tu observes que toi, bah, tu t'es calmé, ou au contraire, tu t'es énervé, enfin, la machine s'est calmée, ou s'est énervée, ou s'est mise en retrait, ou s'est dit à quoi bon tout ça.
tous ces mécanismes-là, c'est bon avec ta fille, c'est bon avec ta compagne, c'est bon avec ta directrice, c'est bon, c'est partout. C'est dans la rue même. Tout à l'heure, il y a eu, parce que par ça, des petits moments surprenants. Et c'est vrai que tu es dans la rue, puis d'un seul coup, quelqu'un, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je ne sais pas pourquoi, il se met à t'insulter. Alors, il t'insulte à Constantin qui dit bonne soirée, bonne fin de soirée, Constantin. Oui, il peut y avoir des impromptus. Bonne soirée, hein, je dois vous quitter, puisque. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, de toute façon, la date prochaine est déjà programmée. Point de souci, mais donc je termine et je conclue sur cette question relativement importante, à savoir que on a sans cesse, et c'est là que ça peut être intéressant, je relance une petite parenthèse entre guillemets métaphysique, philosophique, mais il est vrai que je peux se dire c'est amusant, c'est comme si ma machinerie, qui est d'abord de l'énergie, cette machinerie énergétique, alors, je veux dire, oui, c'est un peu le science de l'ingénieur, mais c'est la vérité. Cette machinerie énergétique, elle baigne dans l'énergie, elle côtoie d'autres machines énergétiques aussi. Et voilà que soudain, alors que tout allait bien, peace and love, ma vie était tranquille, je sors et je vais avoir un pot de fleurs qui tombe de chez le voisin du 1e étage, juste à côté de mon épaule. Ah, j'ai la peur de ma vie, mais voilà, si c'était tombé sur ma tête, j'étais mort. Le cœur qui bat la charade, tout cela, et c'est là il est intéressant de rappeler de soi, de prendre conscience de soi. Voilà comment ça fonctionne en moi. Et selon tel ou tel jour de la semaine, on y reviendra en effet, quand vous posez la question, et ça je suis décidé, c'est pour plus tard, mais on peut cuisiner l'observation de cette là selon celui, soudainement et se dire waouh, voilà comment c'est maintenant tout de suite dans moi. C'est vrai qu'il y a un effet très intéressant parce que ce sont ces moments émouvants qui nous permettent d'être aussi des mouvements, je dirais, réfléchissants, des moments réfléchissants, pardon, dans la vie, qui nous laissent des traces, qui créent la mémoire. C'est très intéressant de capturer tout cela. Voilà, donc, Le ton devient de plus en plus mauvais pour moi. Ah, c'est le moment de clore, alors. Dommage. Hein. Je vous rappelle, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter d'Annecy, moi, si vous voulez poser des questions autres, si vous voulez par écrit ou par téléphone ou par Skype, je peux vous donner des conseils, ça dépend. C'est selon. On n'a pas ton adresse. Oui, je vais vous la donner. À chaque fois que j'envoie un courriel, je l'envoie en clair, parce que parfois il m'arrive d'écrire en pas clair, parce qu'il y a des gens bizarres sur cette planète, mais vous qui êtes devant moi, je vous ai jugé pour l'instant comme des gens pas bizarres. Tout va bien. T'écris pas clair, toi? Pourtant, j'ai toujours compris ce que t'écris, Marie. Ah, ça alors. Donc, en général, toutes les adresses, les adresses électroniques, comme on dit populairement, les adresses mail apparaissent. Et donc, vous pouvez aussi correspondre les uns avec les autres, ce qui est parfois absolument génial, émouvant. Il y a eu à un moment donné, justement, pour l'écriture de ce livre, dont je recommande la lecture toujours, donc il y avait Carole et Aurélie ici présentes qui ont échangé. Et je trouve ça très joli parce que pour moi, un groupe, c'est pas seulement une pyramide avec qui a le savoir et les autres, mais c'est de l'échange dans tous les sens. C'est comme ça qu'on évolue ensemble. C'est de l'amitié aussi, c'est important. Et parce que ce que vous allez nous apporter, parce que vous nous apportez aussi, nous enrichit et nous questionne. Donc, on va se rappeler des mots. Ah, j'ai oublié ça. Ah oui, ça. Ah, elle a raison. Ah, on peut travailler ça aussi. Et on avait oublié parce qu'on a d'autres expériences en cours. Et voilà. Donc, tout ça est très, très enrichissant pour tout le monde. Ok.
La prochaine réunion, c'est donc le 24 novembre. Ah non, là, il y a un zapping. Là. Ah, attends, oui, Serge, tu me dis de couper, t'as raison.